Cette semaine, dans Washington Forum, les élections en Afrique du Sud. Le Congrès national africain, au pouvoir depuis 1994, s'acheminait jeudi vers une victoire confortable aux législatives. Un test pour le président Cyril Ramaphosa, à la tête du pays depuis la destitution de Jacob Zuma, et qui devrait être réélu par les députés si la victoire de l'ANC se confirme. L'ANC, parti historique qui a joué un rôle central dans l'abolition de l'apartheid, se maintient donc au pouvoir, mais sa popularité est en perte de vitesse en raison de son bilan controversé. Le chômage a atteint des proportions endémiques, la corruption a gagné le plus haut sommet de l'État, alors que les inégalités sociales et la pauvreté se creusent. Comment comprendre les résultats de l'élection? Cyril Ramaphosa parviendra-t-il à redynamiser l'ANC? Quels sont les défis qui l'attendent? On en discute dans ce Washington Forum. Morgane Guiriec en votre compagnie, merci de suivre cette édition. Près de 27 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour ce scrutin. À la veille du vote, de nombreux électeurs de la capitale économique Johannesburg se déclaraient indécis, tandis que d'autres se disaient fiers de participer à la démocratie sud-africaine en accomplissant leur devoir civique. Anita Powell, correspondante de la VOA à Johannesburg, est allée à la rencontre des électeurs. Dilidico raconte. Les sondages sont favorables à l'ANC, le Congrès national africain, qui devrait pour la 6e fois consécutive gagner les élections. Mais les scandales de corruption et une situation économique morose ont entaché l'image du parti, poussant certains électeurs à se tourner vers des partis d'opposition tels que l'Alliance démocratique et le parti de Julius Malema, les combattants de la liberté économique. Dans la capitale économique sud-africaine, les jeunes électeurs affirment avoir eu du mal à choisir. C'était intéressant, un peu difficile en raison des différents partis présentés, mais j'étais très heureuse d'exercer mon droit aujourd'hui. D'autres électeurs, comme Bobby Madav, partisan de longue date de l'ANC, ont déclaré que le choix était très simple. Très facile, il n'y a qu'un seul parti avec lequel nous avons grandi dans la lutte et nous espérons que dorénavant, ils feront les choses correctement. Le journaliste sud-africain Mmusi Mogotlane a déclaré que le prochain gouvernement aura du pain sur la planche. Le principal problème auquel l'Afrique du Sud doit faire face est la lutte contre la corruption, ce mal qui ronge nos structures gouvernementales. Si nous arrivons à nous débarrasser et faisons en sorte que l'argent dont nous disposons soit réparti équitablement dans la société, alors nous serons en mesure d'améliorer la vie des Sud-Africains. Si nous veillons à ce que les personnes coupables de corruption soient punies et punies sévèrement, alors l'Afrique du Sud sera sur une lancée pouvant améliorer la vie de ses citoyens. Les résultats définitifs sont attendus le 11 mai. Le parti gagnant élira le prochain président qui prêtera serment plus tard ce mois-ci. Où en est-on dans le décompte des suffrages? Sur place, nous retrouvons Patricia Yon, correspondante de la VOA à Johannesburg. Patricia, quelles sont les tendances? Eh bien, le Congrès national africain, l'ANC, va donc conserver comme prévu sa majorité au Parlement. Le décompte des votes est toujours en cours. On est à un peu plus de 60% là. Donc l'ANC obtient pour le moment près de 57% des voix. C'est cependant le score le plus faible qui n'a jamais été obtenu par le parti au pouvoir pour une élection nationale depuis son arrivée au pouvoir en 1994. Donc d'un côté, l'ANC limite les dégâts en conservant cette majorité. Il n'a pas non plus essuyé le revers qu'on prédisait dans la province du Gauteng qui comprend les villes de Johannesburg et Pretoria, mais ce résultat reste quand même un coup dur pour Cyril Ramaphosa. Ça veut dire que le renouveau qui avait été promis par le président n'a pas suffi à enrayer la chute de l'ancien mouvement de la lutte contre l'apartheid. Alors pour analyser ces résultats, nous retrouvons à Cape Town David Zumenu, chercheur indépendant, et à mes côtés en studio, Pauline Leroux, assistante de recherche à l'Africa Center for Strategic Studies.
Pauline Leroux, le Congrès national africain au pouvoir depuis 1994 devrait remporter le scrutin malgré la crise économique et les scandales de corruption. Comment l'expliquer ? En effet, l'Afrique du Sud est en proie à des difficultés économiques certaines. Néanmoins, elle reste quand même l'une des premières puissances économiques du continent. Il faut garder cela à l'esprit, d'autant que depuis 25 ans, des progrès notables ont somme toute été accomplis par le Congrès national africain. L'extrême pauvreté a reculé, l'alphabétisation a progressé. De manière générale, voilà, des progrès ont été accomplis, ce qui explique que l'ANC demeure très populaire parmi une frange importante de la population sud-africaine, particulièrement ceux qui ont connu l'apartheid au sein de la population noire. C'est moins le cas effectivement au sein de la minorité blanche, des jeunes qu'on appelle born free, donc nés après la fin de l'apartheid en 1994, et des classes moyennes noires qui commencent de plus en plus à remettre en cause le monopole de l'ANC sur la vie politique sud-africaine. David Zoudmenou, la popularité de Cyril Ramaphosa a-t-elle contribué à la victoire de l'ANC ? En fait, je pense que Cyril Ramaphosa a amené un souffle nouveau au sein de l'ANC. Il est perçu comme le dernier rempart au déclin qu'a amorcé le Congrès national africain sous le leadership de Jacob Zuma. Et comme l'a rappelé ma collègue il y a quelques instants, l'ANC était empêtrée dans des affaires de corruption qui ont jeté du discrédit sur le parti, et ce qui a affecté également le soutien surtout de la jeunesse par rapport à ce parti, une jeunesse qui ne se sent pas du tout liée par l'historique contribution de cette organisation à la libération de l'Afrique du Sud, et qui veut des réponses concrètes aux maux qui minent encore la société sud-africaine. L'ANC devrait conserver une majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. Cyril Ramaphosa, numéro 1 de ce parti, devrait donc rester à la présidence. Patricia Huon, dans les grandes lignes, pourriez-vous nous dresser son portrait ? Oui, Cyril Ramaphosa donc, a 66 ans, il est né à Soweto, et sous l'apartheid, là où d'autres ont choisi, ont préféré prendre l'exil pour continuer la lutte, lui a décidé de rester. Il s'est notamment impliqué dans le mouvement syndical, à la tête du syndicat national des mineurs. Il a lancé en 1987 la plus grande grève de l'histoire d'Afrique du Sud, qui a d'ailleurs fait chanceler le patronat blanc. Cyril Ramaphosa est aussi celui que Nelson Mandela aurait aimé voir lui succéder, mais à l'époque, il avait été jugé trop jeune, et c'est finalement donc Thabo Mbeki qui avait été choisi par le parti. Donc Cyril Ramaphosa a quitté la politique, il s'est lancé dans les affaires avec beaucoup de succès, donc avec des parts dans l'agroalimentaire, dans l'immobilier, dans le secteur minier. Il est devenu ainsi un des hommes les plus riches du pays. Donc c'est vraiment un pur produit du Black Economic Empowerment, ce système de discrimination positive qui a été mis en place afin de réparer les inégalités héritées de l'apartheid. Donc c'est quelque chose qui à la fois peut lui servir parce qu'il est perçu comme quelqu'un qui a le sens des affaires, qui peut faire revenir les investisseurs. Et puis, à côté de ça, ça peut aussi être un désavantage parce qu'il peut apparaître comme un peu déconnecté des réalités de la majorité de la population pauvre d'Afrique du Sud. Donc, Cyril Ramaphosa, cependant, n'a jamais trempé directement dans les scandales de corruption qui ont marqué l'administration, la présidence de Jacob Zuma. Et il cultive vraiment ce personnage de monsieur propre qui va faire le grand ménage au sein du parti. Monsieur Propre, mais il a quand même été critiqué pour son rôle dans le massacre des mineurs en grève de Marikana. Oui, tout à fait. Ça c'est un peu sa casserole qu'il traîne. Donc à l'époque, il avait effectivement envoyé un email demandant à ce que les mesures contre les grévistes
que des mesures contre les grévistes soient prises. Ça a débouché sur un massacre. Alors il a fait son mea culpa par rapport à ça, et il a d'ailleurs été acquitté, mais par la commission d'enquête sur le massacre de Marikana, mais c'est effectivement quelque chose qui continue de le suivre, et c'est notamment un argument que Julius Malema ramène souvent, notamment pendant sa campagne. Alors l'ANC, vainqueur de tous les scrutins qui ont suivi la chute de l'apartheid, mais il n'empêche, ce parti, le parti de Nelson Mandela, est en perte de vitesse. Pauline Leroux, que lui reproche-t-on ? On lui reproche de nombreux problèmes. Premièrement, de ne pas avoir su mettre fin ou au moins diminuer le chômage de masse qui s'est installé depuis près de 20 ans en Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est 27%. On lui reproche également beaucoup des inégalités qui ne se sont pas vraiment résorbées, qui ont tendance à s'aggraver et qui font qu'aujourd'hui l'Afrique du Sud est l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Le salaire entre la minorité blanche est à peu près 3,5 fois supérieur à celui de la majorité noire. Donc ça, c'est des inégalités qui deviennent de plus en plus insupportables à de nombreux Sud-Africains. Et également l'impossibilité ou l'incapacité de l'ANC à avoir mis fin ou en tout cas endigué la très grande criminalité qui continue de peser dans notamment les townships, les quartiers les plus défavorisés des grandes métropoles comme le Cap, Johannesburg, Pretoria. 57 meurtres par jour en Afrique du Sud en moyenne, sans compter évidemment tous les scandales de corruption qui ont émaillé la présidence de Jacob Zuma et dont, comme cela a été rappelé, même la plupart des leaders de l'ANC semblent avoir été touchés de près ou de loin. Le taux de participation est en baisse par rapport au scrutin de 2014. Patricia Huon, quelle conclusion en tirer ? Oui, le taux de participation est d'environ 65% contre 75% en 2014. Eh bien, ça démontre tout simplement que ce scrutin n'a pas enthousiasmé les Sud-Africains. Il y a eu une perte de confiance dans l'ANC. Cependant, les partis d'opposition ne séduisent pas non plus massivement, comme on peut le voir dans leur score. L'Alliance démocratique est à 22%, comme elle l'était lors du dernier scrutin en 2014. Les combattants pour la liberté économique, apparemment, ne passeront pas la barre des 10%. L'Alliance démocratique est encore perçue par beaucoup comme un parti majoritairement blanc, même si son leader, Mmusi Maïmane, est noir. Et puis le parti est tombé un peu à court d'arguments avec la démission de Jacob Zuma, dont il avait fait son cheval de bataille. Et puis le parti de Julius Malema, lui, séduit parmi les jeunes, parmi les déshérités, une partie de la classe moyenne noire militante aussi, mais les politiques radicales qui sont prônées par le parti, et puis le populisme aussi de Julius Malema, effraient une partie de l'électorat. Et dans les zones rurales particulièrement, il y a des gens qui ne veulent plus voter pour l'ANC, mais parce que le parti les a déçus tout simplement, mais qui ne sont pas non plus prêts à voter pour un parti d'opposition. Et donc c'est là où l'abstention traduit ce phénomène. D'autres formations, vous venez de le mentionner, telles que la Democratic Alliance ou l'IFF de Julius Malema, le parti des combattants de la liberté économique, gagne du terrain. David Zunmenou, quel est le poids politique de ces partis et pourrait-il à terme devancer l'ANC, d'après vous ? Écoutez, le parti de Julius Malema, à mon avis, est un parti qui a fait d'énormes progrès. Si on voit un peu sa date de naissance et son expérience politique sur l'échiquier national sud-africain, il y a des partis bien plus structurés, bien plus anciens dans le pays, qui n'arrivent pas vraiment à avoir la percée ou la présence du parti de Julius Malema. Le discours, c'est un discours populiste, les promesses sont irréalisables, mais ça rencontre l'assentiment d'une bonne partie des désœuvrés, des chômeurs, des jeunes, des gens qui sont laissés à la marge des progrès réalisés par l'Afrique du Sud. Et ce qui inquiète, c'est que ce parti se positionne aujourd'hui comme la troisième force politique du pays,
aux grandes dames des partis comme l'IRP de Mongozoutou Boutelesi ou de l'UDM de Bantou au Lomissa. Je pense qu'à la longue, si l'Afrique du Sud ou bien l'ANC ne corrige pas son tir et n'apporte pas des réponses concrètes aux mots qui ont été cités par les collègues qui ont parlé tout à l'heure, Julius Malema risque de s'imposer sur l'échiquier politique sud-africain et cela va simplement créer des problèmes concrets. Par exemple, sa promesse sur la saisie des terres sans compensation et la lutte contre ce qu'il appelle le capitalisme blanc symbolisé par Cyril Ramaphosa. Tout le discours articulé autour de ces points continue de séduire les électeurs qui n'ont pas trouvé leur compte dans la politique menée par l'ANC depuis la fin de l'apartheid. Justement, on a parlé un petit peu des jeunes qui peuvent être tentés par le programme de Malema. Patricia Huon, que sait-on du vote des jeunes et pour qui votent-ils? Quelles sont leurs priorités? Eh bien, les jeunes, on peut voter lors de ce scrutin. Donc, les électeurs de moins de 30 ans représentaient à peine 16% du nombre total des électeurs enregistrés, alors que ces mêmes jeunes représentent pas loin de 50% de la population sud-africaine. Alors, évidemment, on ne peut pas parler de la jeunesse sud-africaine comme d'un groupe homogène. Donc, les raisons pour lesquelles ils ne votent pas varient, les partis pour lesquels ils votent varient aussi, mais ce qui les rassemble, c'est le fait que ces jeunes n'ont pas connu l'apartheid, ils n'ont pas donc le même attachement à l'ANC, au Parti de la Libération, que leurs aînés, et ils se préoccupent donc surtout des questions qui les touchent directement, donc l'économie, le chômage, les inégalités, le fait qu'il n'y a pas d'emploi, pas d'opportunités. Donc les combattants pour la liberté économique, le parti de Julius Malema a réussi à séduire une partie de cette jeunesse. Mais de manière plus générale, il semble qu'il y a un décalage de plus en plus important entre ce que proposent les partis politiques et les préoccupations de la jeunesse, ou en tout cas la confiance qu'elle accorde à ces partis politiques pour répondre à ces attentes. Allez, on marque une courte pause. Washington Forum revient tout de suite. De retour avec vous, Morgane Guiriec. Gros plan sur l'Afrique du Sud au sortir des élections générales. Pour en parler, à Cape Town, nous retrouvons David Zoummenou, chercheur indépendant. À Johannesburg, Patricia Huon, notre correspondante. Et à mes côtés en studio à Washington, Pauline Roux, assistante de recherche à l'Africa Center for Strategic Studies. On va parler des défis qui attendent l'Afrique du Sud lors de ce prochain mandat. Nos Facebookers ont identifié quelques-uns. On a Jos Menyou qui est à Yaoundé au Cameroun. Il dit « L'Afrique du Sud est la première puissance industrielle du continent, mais la lutte contre la corruption, la réforme agraire, la bonne gouvernance, la réduction des inégalités sociales, la relance économique, la xénophobie contre les ressortissants africains sont autant de défis auxquels le nouveau président devra faire face. » Alphonse Bouaki de Kinshasa en RDC, le pays continue de connaître les mêmes déboires qu'à l'époque de l'apartheid, avec le chômage des Noirs notamment. Il faut arriver à équilibrer les richesses entre toutes les races. Autre défi, le partage des terres, car les Blancs sont les grands fermiers et propriétaires terriens au détriment des Noirs. Enfin, Traoré Abdoulaye, Abidjan, Côte d'Ivoire. Les grèves des étudiants et celles des mineurs réprimées à 100 sont là pour rappeler que beaucoup reste à faire dans le domaine social.
Cyril Ramaphosa a promis de faire de la lutte contre la corruption une de ses priorités. Pauline Leroux, quelle est sa marge de manœuvre, sachant que des membres de son propre parti sont pointés du doigt? Effectivement, Cyril Ramaphosa va être vraiment à l'épreuve du test ultime. Beaucoup ont parlé de la dernière chance pour l'ANC que de rétablir une confiance avec ses électeurs. Sa marge de manœuvre est étroite puisque, on le sait, la faction au sein de l'ANC qui a soutenu la candidature de l'ex-femme de Jacob Zuma est encore très présente et active et va tenter de s'opposer très certainement à ces velléités de réforme. Donc on peut s'attendre à ce que cela donne lieu à des luttes intestines au sein de l'ANC. Cela étant, il semble que Cyril Ramaphosa ait pris conscience, en tout cas, de cette lassitude au sein des électeurs sud-africains et qu'il fera de son mieux pour, en quelque sorte, faire le ménage au sein du parti et veiller à ce que de telles dérives ne se reproduisent pas. Patricia Huon, Cyril Ramaphosa est déjà au pouvoir. Des mesures ont-elles déjà été prises pour lutter contre la corruption ? En fonction, donc le président a déjà limogé un certain nombre de ministres, il a remplacé des dirigeants d'entreprises publiques mal gérées, obtenu aussi des engagements pour de nouveaux investissements. Il y a aussi une commission d'enquête qui a été mise en place par rapport aux affaires de corruption, à la capture de l'État par l'administration de Jacob Zuma, comme on a appelé ça ici. Mais Cyril Ramaphosa reste aussi prudent afin d'éviter l'implosion d'un parti qui est déjà profondément divisé. Donc il préfère quelque part laisser la justice faire son travail plutôt que de prendre des mesures radicales au sein du parti. Mais la justice va évidemment mettre pas mal de temps. Est-ce que Cyril Ramaphosa a vraiment du temps alors que les attentes de la population sont énormes et que c'est peut-être la dernière chance qu'elle donne à l'ANC? Est-ce qu'il peut tenir ses promesses? Enfin, ça reste à voir. Le problème, c'est que la corruption est vraiment généralisée, y compris pas seulement à la tête de l'État, mais au niveau des municipalités. Elle est extrêmement ancrée. Donc ça va être très difficile de faire place nette rapidement. Et puis le chef de l'État a aussi des difficultés, on l'a vu au début de sa présidence, à relancer une économie qui est mal en point, à réduire le taux de chômage, les inégalités, et c'est vraiment là-dessus que la population sud-africaine va le juger. Selon un nouveau rapport du Fonds monétaire international, le pays a réalisé des progrès significatifs au cours de ses 20 premières années de démocratie. Mais aujourd'hui, l'Afrique du Sud doit relancer son économie, comme nous l'explique John Lindon. Selon le Fonds monétaire international, des réformes structurelles sont essentielles pour stimuler une croissance durable et inclusive et partant la création d'emplois en Afrique du Sud. Avec une faible croissance du PIB et un déficit budgétaire, l'économie la plus avancée d'Afrique peine à croître depuis la récession de 2009. Après avoir été secouée par des vagues de grève l'année dernière, ainsi que par une croissance lente et un taux de chômage élevé, l'économie sud-africaine continue d'être freinée du fait de la faible croissance de ses échanges commerciaux avec ses principaux partenaires, en particulier l'Europe et les États-Unis. Malgré une rupture avec son passé divisé et violent, l'Afrique du Sud doit encore faire face à des défis difficiles à venir, estime le FMI. Certaines des données les plus récentes ont été assez encourageantes, indiquant une reprise après les glissements du début de l'année. Nous constatons néanmoins que la croissance est encore modérée et nous prévoyons 1,4% de croissance cette année et 2,1% pour l'année prochaine. Comme dans de nombreux marchés émergents, la faiblesse de la demande extérieure et celle des prix des produits de base ont contribué au ralentissement économique en Afrique du Sud, sans oublier l'héritage de l'apartheid, le faible taux d'instruction et les grèves à répétition, notamment dans le secteur de l'électricité. L'Afrique du Sud subit ce mois-ci ses pires pénuries d'électricité depuis 2008. Nous pensons qu'il existe actuellement des obstacles structurels qui freinent la croissance et l'emploi. L'une des principales nécessités, c'est d'augmenter la disponibilité en énergie. Il faut également améliorer les relations professionnelles et accélérer la mise en œuvre de certaines réformes prévues dans le plan de développement national.
En octobre, le Trésor sud-africain a défini un cadre économique quinquennal prévoyant des augmentations d'impôts, un gel des nouveaux emplois dans le secteur public et un soutien financier à certaines entreprises publiques. Pour autant, le déficit de la balance courante du pays, qui représente 6% du PIB, reste une source de préoccupation majeure pour les investisseurs, ce qui exerce une pression sur le rand. David Zunmenou, Cyril Ramaphosa a-t-il une chance d'améliorer la situation économique? Je pense qu'il a une chance énorme d'améliorer la situation économique du pays parce que c'est un fin connaisseur des difficultés auxquelles le pays est confronté. Pour avoir été un acteur majeur dans la lutte contre l'apartheid, il a pris conscience, il est conscient des difficultés auxquelles le pays est confronté. Il a été exclu, si je peux le dire, des arènes de pouvoir pendant les années de Thabo Mbeki, compte tenu de la rivalité qui opposait les deux hommes par rapport au choix de Nelson Mandela quant à son successeur, quand ce dernier venait à quitter le pouvoir. Donc Cyril Ramaphosa est perçu comme celui, d'abord il est sorti d'une minorité ethnique du pays, mais c'est celui-là qui détient, si vous voulez, les dernières cartes de l'ANC pour rester le parti qui honore l'Afrique du Sud, qui répond aux aspirations profondes du pays. Mais pour le faire, il doit faire montre de courage, il doit faire montre de créativité. Et pour le moment, il est beaucoup plus prudent, vu le cadre dans lequel il évolue. Le Conseil national de sécurité, le Conseil de l'ANC, enfin la structure du pouvoir dans laquelle il évolue, ne lui permet pas de prendre des initiatives dangereuses pour le moment. On espère qu'après les élections, après sa confirmation par le Parlement, il pourra être doté de la légitimité qui lui permette de prendre des décisions drastiques pour essayer de régler les problèmes. Les jeunes l'attendent sur le terrain de l'éducation. Les universités étaient en grève il y a quelques mois pour réclamer l'attention de l'État sur d'abord la qualité de l'enseignement dispensé dans les écoles, mais également sur les frais d'inscription et le soutien financier aux étudiants sortis des milieux, les milieux désavantagés, les milieux qui avaient été affectés par l'apartheid. Le secteur économique l'attend du moins sur les réponses aux problèmes énergétiques évoqués dans le document qui vient d'être passé, parce que le pays vit actuellement l'une des pires crises énergétiques depuis la fin de l'apartheid, et cela a une incidence sur les activités économiques. Dans les mines, la situation n'est pas aussi rude. Je pense que le chantier reste assez vaste pour Cyril Ramaphosa, mais il est doté d'un capital d'intégrité, il est doté d'un capital historique et il sera doté d'un capital de légitimité qui lui donneront, j'ose le croire, les moyens d'affronter ces démons qui continuent de miner l'Afrique du Sud pour assurer la survie de l'Afrique du Sud. Autrement dit, les jeunes, ceux-là qu'on appelle les bonnes fruits, sont déterminés à prendre le risque avec des partis qui leur font des promesses audacieuses pour essayer l'aventure et renvoyer l'ANC dans l'opposition, ne serait-ce que pour un temps. Donc il y a quand même aussi beaucoup d'inégalités dans ce pays. Très rapidement, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à régler ce problème? 20 secondes. Effectivement, en fait, le choix qui a été fait en 1994 lors de l'arrivée au pouvoir de l'ANC a été d'y aller en quelque sorte en douceur et de ne pas effrayer la minorité blanche qui possédait la quasi-totalité des moyens de production. Et donc on a mis en œuvre des politiques de redistribution et de discrimination positive. Aujourd'hui, force est de constater que cette politique des petits pas a ses limites puisqu'elle n'a pas permis de sortir de la pauvreté encore des millions de Sud-Africains et surtout elle a concentré les richesses entre les mains de très peu. Et ce seront les mots de la fin. Pauline Leroux, Patricia Huon et David Zunmenou, merci d'avoir participé à cette discussion. Merci à tous ceux qui l'ont suivi et à l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Au revoir.